Et aujourd'hui, André Berkoff est en face à face avec Xavier Bazin, qui est journaliste scientifique et auteur de ce livre Big Pharma démasqué aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour Xavier Bazin. Bonjour. Bonjour. Ah, dites-moi, sacrée enquête, Big Pharma démasqué, on l'a lu, c'est très intéressant, beaucoup de choses à dire et nous allons en parler longuement. Mais je voudrais vous poser quand même une question, pourquoi vous ne voulez pas apparaître ? Pourquoi parce qu'on vous a posé la question, on voulait que vous soyez en Zoom, puisque vous ne pouviez pas être en studio, je comprends, mais on nous a dit que vous ne pouvez pas apparaître et je me suis demandé pourquoi. Disons que je tiens à ma tranquillité, à ma sérénité, à la fois pour des raisons aussi personnelles, parce que je parle beaucoup de santé, et notamment parfois dans mes lettres d'information de ma santé personnelle. D'accord. Et puis sans être absolument pas paranoïaque ni complotiste, Oui. c'est quand même une industrie qui fait 500 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, et voilà, et je pense que... Elle est puissante. Voilà, exactement. Oui, non, je comprends. Non, si vous voulez, c'est parce que... Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que c'est... Et je comprends que ce ne soit pas simple. Mais c'est vrai que votre enquête est formidable, mais je ne voulais pas, parce qu'il était question que on vous mette en Zoom, en cachet, et vous savez, ça donne toujours l'impression, on dit oui, mais qui sait, etc. Et je ne voulais pas, c'est pour ça que je vous ai posé la question, qu'il y ait les accusations de complotisme, de ceci, de cela, mais c'est qui derrière, etc. En fait, votre enquête, elle se tient tout à fait. Mais je voudrais vous poser la question, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à faire cette enquête, puisque vous dites vous-même, je sais que vous avez été vous-même atteint assez gravement d'une maladie, vous a raconté enfin ce que vous avez connu, mais qu'est-ce qui vous a amené ? C'est le Covid, c'est l'irruption du Covid, et vous avez dit je vais regarder un peu ce qui se passe, parce que vous avez fait 1 an d'enquête, enfin en tout cas quelques mois, et je voudrais savoir... Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cela et vos premières sensations, vos premiers ressentis ? Oui, en fait, ça fait à peu près 10 ans que j'enquête et que je travaille dans le domaine de la santé. Ouais. Et donc, ça fait des années, et notamment que j'étudie la question des effets indésirables des médicaments. Ça fait des années que j'étudie la façon dont l'industrie pharmaceutique a façonné notre système de santé pour focaliser toute l'attention sur des médicaments au détriment de solutions alternatives, et notamment de tout ce que peut faire le corps par lui-même pour se soigner, qui est souvent une partie très importante de l'équation. Et la prévention, vous parlez beaucoup de prévention aussi. Exactement, ouais. la prévention. Mais même en traitement, vous savez, les habitudes de vie ont des résultats extraordinaires dans certaines maladies chroniques en particulier, et une seule pilule pour beaucoup de maladies du vieillissement ne peut pas vraiment prétendre guérir ou surmonter les problèmes, alors que des modifications de mode de vie et un certain nombre de bonnes habitudes font des grandes différences, et on n'en parle pas suffisamment assez, avec ce résumé qui est la médecine se focalise sur la maladie et pas assez sur la santé, et qu'on a un système médical qui est orienté vers la maladie et des traitements médicamenteux, et en oubliant la moitié de l'équation qui est la santé, d'optimiser toutes les ressources du corps humain pour se soigner. Donc ça fait des années, si vous voulez, que je travaille là-dessus, que je vois qu'il y a une influence très importante de l'industrie pharmaceutique, qu'on sait aussi que des patrons de grandes revues scientifiques ont dit au fil des années que la moitié des études scientifiques ne pouvaient pas être crues parce qu'elles étaient influencées par l'industrie pharmaceutique. Donc en fait, moi je crois que je suis arrivé, au moment du début de la Covid-19, j'étais, je pense, ça faisait déjà une préparation, absolument. Exactement. Vous étiez intellectuellement préparé. Xavier Bazin, on va en reparler tout de suite après les informations, évidemment, et assez longuement avec vous et avec les auditeurs de Sud Radio. Mais je vous rappellerai, et ça semble dire que le mot d'ordre, c'est celui de Jules Romain dans Knock, tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. C'est ça le credo. Et vous savez déjà tous que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Xavier Bazin va rester avec nous et vous pourrez lui poser des questions sur le Big Pharma. Et puis évidemment revenir sur cette tribune des 20 intellectuels musulmans qui disent nous
nous sommes musulmans et nous condamnons le terrorisme. Et évidemment, vous avez entendu Jean-Pierre Fabre-Bernadac et sa lecture, justement son communiqué, son dernier communiqué sur le sujet, sur la tribune des militaires. On vous attend aussi à ce sujet tout de suite. Nous reprenons effectivement notre dialogue avec Xavier Bazin, journaliste d'investigation, journaliste scientifique, Big Pharma démasqué. Alors Xavier Bazin, on va prendre le temps d'en parler bien sûr et ensuite avec les auditeurs de Sud Radio. D'abord, décrivez-nous, vous l'avez écrit, Big Pharma, c'est quoi aujourd'hui, en 2021, parce qu'on parle de Big Pharma tout le temps du matin au soir, c'est quoi très précisément, c'est quelle puissance, c'est quelle importance, c'est quelle influence? Et je ne parle pas évidemment que de la France, dans le monde bien sûr. Oui, alors Big Pharma, c'est les Big Pharma, en réalité, c'est les 5 à 10 plus grandes industries pharmaceutiques dans le monde qui ont pris, en fait, au fil des années, une puissance phénoménale. Parce qu'il y a eu une grande rupture, en fait, dans les années 80. Avant, si vous voulez, l'industrie pharmaceutique était beaucoup plus éparpillée. Il y avait un très grand nombre d'entreprises qui avaient généralement été fondées par des capitaines d'industrie ou des grands scientifiques ou qui avaient une vocation bien sûr industrielle, mais aussi parfois et souvent philanthropique ou scientifique. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est une concentration de toutes ces entreprises qui ont fusionné pour donner naissance à des monstres qui, sur 10 entreprises à peu près, pèsent, comme je vous disais tout à l'heure, 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année. 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, quoi, grosso modo. Et, oui. 100 milliards de bénéfices, donc je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, et 150 milliards du coup de dépenses en marketing. Et vous imaginez bien que ces 150 milliards de dépenses de marketing, elles vont bien quelque part. Alors elles vont où justement ces 150 milliards où ils vont où, de dépenses en marketing? Grosso modo, elles se répartissent. C'est là où vous parlez d'influence un peu sur un certain nombre de pouvoirs. L'influence, elle a lieu partout, bien sûr auprès des médias. Il y a des cabinets de relations publiques qui sont dédiés entièrement à faire passer les bons messages auprès des médias. Et une part très importante en réalité de l'influence, elle se fait par le biais de la recherche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la grosse puissance de Big Pharma passe par une toute petite minorité de grands pontes. On les appelle les Key Opinion Leaders, les leaders d'opinion. Oui, les leaders d'opinion clés, comme on dit. Les leaders d'opinion clés. Parce que en réalité, les grandes recommandations officielles sont toutes liées à une petite poignée de leaders d'opinion clés. Et il suffit que l'industrie pharmaceutique s'attache leurs services avec des contrats qui sont généralement autour de 500 000 euros, qui peuvent aller jusqu'à 500 000 euros par an, facilement pour les grands pontes. Vous voulez dire par grand ponte, par personne, par individu? Par grand ponte. Ça peut aller jusqu'à 500 000 euros par an. Bien sûr, mais c'est pas cher payé au regard, si je dis, au regard des retombées que ça peut engendrer. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que moi, j'ai rien d'anticapitaliste, si vous voulez, mais le marché de la santé n'a rien d'un marché libre, puisque c'est l'État qui fixe les autorisations de mise sur le marché, qui fixe les prix et qui fixe les remboursements. Et donc, vous avez du coup un intérêt très fort à concentrer votre influence sur ceux qui influencent directement les décisions des États. Et c'est ce qui s'est passé au fil des années, avec aussi le fait que pour faire carrière, si vous voulez, dans le milieu de l'hôpital, pour devenir justement un ponte, il faut faire de la recherche. Or, qui finance la recherche aujourd'hui? C'est à 90% l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est la façon dont qu'elle utilise pour promouvoir, en fait, repérer et promouvoir les grands médecins qui pourront après, et parfois en toute sincérité, j'accuse absolument pas la sincérité des gens, mais c'est un biais consubstantiel, si vous voulez, c'est un biais psychologique évident. On ne peut pas être objectif, on ne peut pas être indépendant à partir du moment où notre carrière, notre prestige et notre rémunération dépend entièrement de grands labos pharmaceutiques. Oui, mais alors justement, c'est là où le bas blesse, c'est le question des œufs, de la poule, Xavier Bazin. C'est que justement, comment faire? On ne peut pas faire
de recherche sans qu'il y ait des investissements. Vous le savez très bien, la recherche c'est long, c'est difficile, c'est coûteux, et la recherche on en a besoin quand même si aujourd'hui on va en reparler de l'histoire des molécules anciennes ou nouvelles. Enfin, comment faire? Alors, où est-ce que c'est l'État qui finance à ce moment-là complètement, ou alors on a besoin des laboratoires pharmaceutiques? Comment se sortir et avec effectivement... Écoutez, c'est une très bonne question, parce que généralement on dit, écoutez, oui, ils font des super profits, oui, il n'y a pas beaucoup de concurrence, oui, ils ont une influence énorme, mais vous savez, ils dépensent quand même énormément dans la recherche. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, l'analyse qu'on peut faire, et qu'a dit le professeur Rao exactement dans les mêmes termes, c'est qu'en fait, les plus grandes avancées aujourd'hui de la médecine ne pourront venir que du repositionnement des molécules et non pas de l'invention de nouvelles molécules brevetables. Ça veut dire qu'il y a toute la recherche, en gros, en fait, l'immense majorité, pour moi, c'est une stérilisation de la recherche qui va vers des objectifs uniquement financiers, de trouver des molécules nouvelles brevetables au détriment, en fait, de recherches qui coûteraient beaucoup moins cher, qui sont beaucoup plus simples. Et qui consistent à reprendre les anciennes molécules et voir ce qu'elles peuvent donner. Nous avons un ensemble de molécules, et la Covid l'a parfaitement montré. Nous avons un ensemble de molécules absolument extraordinaire, et le repositionnement, c'est-à-dire utiliser des anciennes molécules, y compris pour des nouveaux problèmes, c'est la clé, parce qu'il y a très très peu de nouvelles molécules qui sont trouvables. Et donc en fait, pour moi, la recherche est biaisée et presque stérilisée. Et le problème, par contre, que tout cet argent, par contre, nourrit aussi toute une communauté scientifique qui vit sur ces recherches, et donc qui, elle aussi, n'est plus tout à fait objective, et qui perdrait beaucoup de prestige et d'argent de financement si on se contentait d'une médecine beaucoup plus modeste mais plus efficace, à chercher déjà dans les ressources du corps humain, et puis dans les molécules naturelles et anciennes dont on dispose aujourd'hui, pour trouver, et on trouverait des belles révolutions médicales. Alors allons-y justement pour ces molécules. Quand vous dites cela, oui je sais, c'est la thèse de Didier Raoult et d'autres, il nous l'a exposé, mais en fait, vous dites, par exemple la vitamine D, par exemple l'ivermectine, par exemple, et tout ça, il y a énormément de choses qui sont là et qu'on n'a pas utilisées, et qu'on n'a pas laissé d'ailleurs un certain nombre de médecins utiliser. C'est ce que vous dites dans votre livre, Xavier Bazin. Exactement, mais pour prendre peut-être le moins... la moins controversée de ces molécules, la vitamine D. C'est quelque chose d'absolument impensable, ce qui s'est passé, parce que si vous voulez, moi, dès le début du mois de mars 2020, donc l'année dernière, dès le début de l'épidémie, j'ai recommandé à tous mes lecteurs de prendre une bonne dose de vitamine D quotidienne en prévention de la Covid-19. Ce qui a été confirmé après par plus de 40 études scientifiques, par l'Académie de médecine et par 6 sociétés savantes. Mais moi, je ne suis pas particulièrement devin, je ne suis pas particulièrement bien informé. C'est simplement que il est connu, pour ceux qui regardent les études sur ces vieilles molécules ou sur les molécules naturelles, il était connu notamment depuis une revue d'études du British Medical Journal publiée en 2017, que la vitamine D était très efficace en prévention des infections respiratoires. Et par ailleurs, c'est une des molécules les plus sûres qui existent. Pour être en surdosage, il faut vraiment faire des doses absolument considérables, et sur des semaines et des semaines. Donc, il paraissait tout à fait évident qu'il fallait, à titre de précaution et de prévention, utiliser cette vitamine. À ma grande surprise, sur le coup, les autorités n'en ont pas parlé. Et puis, c'est intéressant, Xavier Bazin, juste. En fait, je ne dis pas qu'on a interdit, mais on n'a jamais parlé de la vitamine D comme au début, par exemple, ou en tout cas en prévention, en disant, écoutez, prenez ça. On a dit, prenez du Doliprane ou du paracétamol, et ça s'est arrêté là. Exactement, mais c'était même plus grave que ça. On n'a jamais parlé du système immunitaire. Parce que la vitamine D, qu'est-ce qu'elle fait? Évidemment, elle n'a pas une action directe contre le coronavirus. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle optimise la réponse du système immunitaire. Ce qui est à la fois crucial en prévention, pour éviter que le virus ne se réplique, mais aussi pour éviter les formes graves, puisqu'on sait qu'elle module aussi efficacement le système immunitaire pour éviter qu'il ne s'emballe. Et ça, c'est ce que l'Académie de médecine a révélé un peu
un peu plus tard, en mai, en disant ça pourrait être efficace pour limiter les formes graves. Là encore, silence total. Alors que là, c'était plus Xavier Bazin, c'était l'Académie de médecine qui le disait. Ensuite, toute une série d'études qui confirment que la plupart des personnes hospitalisées ayant des formes graves sont en déficit flagrant de vitamine D. Il y a des études randomisées espagnoles où en intervention, on montre que ça a des effets absolument incroyables sur le passage en réanimation et sur la mortalité. Et puis du coup, en janvier, en France, il y a 6 sociétés savantes et 72 médecins hospitaliers qui font une tribune pour dire il faut utiliser de la vitamine D. Là, en janvier 2021, vous parlez là. 2021. Oui, 2021. oui. Là, il y a quelques articles de presse ça et là. Mais et malgré tout ça, je n'ai jamais entendu Olivier Véran prononcer le mot vitamine D, alors depuis le début, il aurait fallu les distribuer massivement dans les EHPAD. On sait que les personnes âgées sont très carencées en vitamine D. Il y a même un Français du CHU d'Angers qui a montré que ceux qui avaient reçu dans les EHPAD un gros flacon de vitamine D étaient beaucoup moins à risque de mourir que ceux qui n'en avaient pas reçu. Donc on avait tous les éléments scientifiques. Pour le faire. Xavier Bazin, restez avec nous. On reparle tout de suite après ceci. Oui, toujours avec Xavier Bazin, son livre Big Pharma démasqué. On en parle et on en parlera tout à l'heure avec les auditeurs du Sud Radio et Clémence. Juste un mot, Xavier Bazin, par rapport effectivement à ce qui se passe. Vous avez parlé de la vitamine D et c'est très intéressant parce que, et puis vous avez parlé des molécules anciennes. Et en fait, pour nous résumer, ce que vous dites, ce que vous impliquez, mais vous le dites, c'est que les molécules anciennes, elles ont un grave défaut. Un terrible défaut, une espèce de tare pratiquement incompressible, c'est qu'elle ne coûte pas cher, elle ne coûte pratiquement rien. C'est ça le problème. C'est exactement ça. Il faut voir le 2 poids, 2 mesures que je raconte dans le livre, entre la même façon dont a été traité l'hydroxychloroquine qui coûte 5 €, qu'on connaît très bien, et la façon dont a été traité le remdesivir de la Big Pharma Gilead. Gilead, oui. Il y a quelque chose de quand on regarde vraiment précisément, il y a quelque chose de tout à fait aberrant en fait dans les choix qui ont été faits. D'un côté, il y avait quelque chose de très prometteur, de pas cher, qui pouvait être immédiatement produit et donné par les médecins généralistes dès les premiers symptômes. Et de l'autre côté, on avait une substance qui était absolument pas connue, dont on savait qu'elle était toxique pour le rein, qui devait être donnée à l'hôpital en injection, donc trop tard pour un antiviral, mais qui coûte 2 000 €. Et l'hydroxychloroquine a été diabolisée et l'autre a bénéficié d'un tapis rouge jusqu'à cette décision absolument incroyable de la Commission européenne d'en acheter pour 1 milliard de doses, oui, au moment où l'Organisation mondiale de la santé, après avoir fait un essai clinique sur plusieurs milliers de patients, avait démontré que ça ne servait strictement à rien. Alors justement, juste Xavier Bazin, parce que c'est vrai, vous parlez de la polémique, on en a eu récemment, mais beaucoup de gens, y compris des médecins, vous dites oui, mais hydroxychloroquine, oui d'accord, c'était très bien pour la malaria, le plaquenil, vous nous dites toujours, oui, c'est utilisé depuis 70 ans et des millions de personnes l'ont pris, mais enfin pour le Covid, oui, ça n'amène rien, pas du tout, ça ne sert à rien, etc. La polémique quand même continue là-dessus extrêmement fortement. Moi j'ai reçu Raoult, mais enfin, ça, de ce point de vue-là, en tout cas la discussion demeure, je ne dis pas qui a raison, qui a tort, mais la discussion demeure. Écoutez, pour moi, si on regarde les études scientifiques de façon un peu indépendante et objective, oui, il ne peut plus y avoir de discussion sur le fait que l'hydroxychloroquine a une efficacité, je ne dis pas une efficacité miracle, mais a une efficacité... Au moment précoce, autant précoce. Quand elle est donnée suffisamment tôt. C'est ça. Il y a toutes les études randomisées qui ont été réalisées suffisamment précocement ont montré un signal d'efficacité quand elle s'était donnée précocement. Là, il y a une étude iranienne sur 30 000 patients observationnels qui a montré que quand c'était 30 000 patients, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand c'était donné précocement, on avait 70% de mortalité en moins. Alors je veux bien croire que cette étude, elle était imparfaite et que peut-être que même si on réduit de moitié, ça fait à peu près 30% de mortalité en moins. C'est considérable. Si on parle des 100 000 morts qu'il y a eu en France, ça veut dire que 30 000 morts de moins.
Donc, je pense que quand on regarde honnêtement la totalité de l'état des études scientifiques, on ne peut pas ne pas voir que cette molécule avait une efficacité. Mais il est vrai qu'il y a eu tellement de polémiques, une diabolisation, mais et une obfuscation de la science en réalité, et qui a fait croire qu'en fait cette molécule n'avait pas d'effet. Mais il ne faut pas croire, et ça je tiens à le dire, qu'il y a un consensus scientifique sur ce sujet, comme sur l'ivermectine, comme sur la vitamine D, au prétexte qu'on n'entend pas les médecins de plateau en parler. Pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il y a une censure de l'ordre des médecins extrêmement forte sur tous ceux qui osent parler des traitements précoces. Elle est évidente, elle est très forte. Et il n'y a que des gens qui sont... Et dites-moi, juste pourquoi, à votre avis, l'ordre des médecins, effectivement, on a eu des témoignages de médecins, y compris médecins généralistes, qui d'ailleurs ont continué à prescrire, mais à qui l'ordre des médecins a envoyé des avertissements sévères, ou en tout cas très précis. Pourquoi cette position de l'ordre des médecins? Est-ce que vous avez une idée de la raison? Écoutez, moi, je ne peux pas connaître tous les circuits d'influence, de manipulation, de décision, mais le résultat est là. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où ces décisions et ces manœuvres sont absurdes, contraires à la science et contraires à la santé des patients, je ne peux qu'y voir l'influence de l'industrie pharmaceutique dans la mesure où il n'y a qu'elle qui profite de la diabolisation de l'hydroxychloroquine, de l'ivermectine, de l'omerta sur la vitamine D et de la promotion, à contrario, de médicaments qui étaient beaucoup plus risqués, beaucoup moins efficaces. C'est vrai que l'histoire du remdesivir est assez exemplaire quand on voit ce qui s'est passé, oui, tout à fait. Bien sûr, il ne faut pas oublier aussi le Lancet Gate. Il y a quand même une étude totalement fabriquée qui a été publiée dans le plus grand journal au monde, qui est soi-disant pour démontrer la dangerosité de l'hydroxychloroquine. Il ne faut jamais oublier cette affaire, parce que on passe dessus, on oublie, alors que c'est un scandale absolument énorme qui montre bien qu'il y a des influences à l'œuvre et très puissantes, parce qu'il faut quand même, pour créer une fausse étude avec 96 000 patients, il faut du travail derrière. Donc il y a des gens derrière qui font ça. C'était étonnant, ce Lancet qui était la bible, enfin de les publications médicales, qui publie une étude bidon. Et d'ailleurs, ils ont reconnu eux-mêmes que c'était une étude bidon après. Et c'est vrai que tout cela fait un peu désordre, c'est le moins que l'on puisse dire. Et donc, vous vous dites, justement, Xavier Bazin, on va en parler, vous vous dites, au fond, on a sacrifié la prévention. En tout cas, on l'a mise de côté. On l'a rangée au magasin des accessoires dans cette pandémie, dans cette épidémie du Covid. Oui, en fait, ça fait des années que le système médical est comme ça, si vous voulez. Moi, je suis surpris qu'à chaque début d'hiver, qu'on ne parle que de vaccins contre la grippe, alors que moi, dans mes lettres d'information, je parle de tout ce qu'on peut faire pour stimuler son système immunitaire, et dedans, il y a la vitamine D et le zinc. Si vous voulez, ces choses-là qui sont arrivées sur la Covid n'étaient pas nouvelles. C'est des choses dont on sait qu'elles renforcent la puissance du corps pour lutter contre les virus. Ce que je n'avais pas imaginé, si vous voulez, c'est que, alors même qu'on fait face à une pandémie planétaire, que tout le monde a les yeux rivés là-dessus, qu'il y a des confinements catastrophiques, que l'on continue dans cette veine-là. Je pensais vraiment, moi qui pourtant connaissais l'influence de Big Pharma, la focalisation sur le médicament, l'oubli de la santé, de la prévention, je reste aujourd'hui interloqué après tout ce qui s'est passé, après toutes les études scientifiques sur la vitamine D, sur le zinc, sur un certain nombre de micronutriments, qu'on ne parle pas. Qu'on ne parle pas aussi du fait on commence tout juste à parler de l'activité physique comme quelque chose de très important pour maintenir le système immunitaire. Mais ça, évidemment, on n'en parlait pas, notamment au premier confinement. Et si on s'était posé la question du système immunitaire, on se serait dit, mais peut-être qu'en confinant, on empêche les transmissions un peu, mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on dégrade totalement le système immunitaire, parce que pour avoir un bon système immunitaire, il faut bien manger. Or, le confinement et la psychose font qu'on se rue plutôt sur la malbouffe. Il faut ne pas être trop stressé, bien dormir. On sait que le manque de sommeil et le stress diminuent le système immunitaire. Et donc, en fait, je suis encore une fois interloqué que 12 mois après le début de la pandémie, on ne parle toujours pas
de cette partie de l'équation qui est essentielle, parce que je vous rappelle quand même que le coronavirus, chez certaines personnes, il ne produit quasiment aucun symptôme, et chez d'autres, il tue. Donc c'est bien, et c'est le même virus. Donc c'est bien la puissance du corps à répondre au virus qui compte. Et qui fait la différence. Exactement. Et on connaît tout un tas d'habitudes, de molécules et d'activités qui permettent de renforcer cette puissance, et on n'en a pas suffisamment parlé. Et s'agissant des traitements précoces, c'est peut-être encore plus grave parce que après l'hydroxychloroquine, il y a eu l'ivermectine. Et là, sur l'ivermectine, autant sur l'hydroxychloroquine, il faut vraiment aller dans le détail des études pour comprendre que ça marche. Autant l'ivermectine, si vous voulez, il y a plus de 20 études randomisées en double aveugle qui montrent que ça fonctionne. Là, il n'y a aucun doute possible. Et de voir que l'Agence du médicament française, européenne et l'Organisation mondiale de la santé, en quelques semaines, on dit non, il n'y a pas assez de preuves concluantes. C'est là, pour moi, là où les masques tombent, si vous voulez. Parce que là, il n'y a tellement aucun débat possible quand on regarde les données de façon objective que là, on voit bien qu'il y a d'autres forces à l'œuvre. D'autres forces à l'œuvre. Et c'est pour ça que vous essayez de les démasquer. Vous les démasquez, en tout cas, dans votre livre. Xavier Bazin, on reste ensemble. Après ceci, et les auditeurs du Sud Radio auront la parole. Ils sont prêts, ils nous ont déjà appelés au 0826 300 300. Mais continuez à être nombreux à venir poser des questions à Xavier Bazin, Big Pharma démasqué, les traitements et tout le reste avec vous. À tout de suite. Andriy Berkov dans tous ses états, son invité Xavier Bazin est avec nous et auteur de ce livre Big Pharma démasqué aux éditions Guy Trédaniel. Et vous aussi, vous tous qui nous appelez au 0826 300 300. Tout de suite, on donne la parole à Patrice qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonjour Patrice. Oui, bonjour Patrice. Bonjour. Bonjour à tous. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre mon téléphone pour participer à ce débat absolument passionnant. Je voulais parler du chlorure de magnésium. J'ai eu le Covid en janvier et je me suis adressée à un médecin que je connais, en qui j'ai absolument confiance. Et il m'a rémémoré le chlorure de magnésium, qui est un produit qui m'a aidé. J'ai acheté ça 2 € en pharmacie et j'ai eu suffisamment avec un sachet. J'ai pu me remettre sur pied assez rapidement. D'accord. J'ai eu très très peu de symptômes. Bon, et avec le chlorure de magnésium. J'ai été malade une journée. Ah oui, écoutez, tant mieux. Xavier Bazin, alors vous connaissiez les pouvoirs du chlorure de magnésium? Tout à fait, c'est une vieille molécule naturelle qui est très populaire, qui était très populaire dans le milieu de la santé naturelle. Je ne sais pas ce qu'elle peut donner contre la Covid-19, mais c'est un exemple, si vous voulez, de méthode. Il aurait fallu, dès le début de l'épidémie, tester de manière assez systématique un certain nombre de molécules dont on sait qu'elles ont aucun effet indésirable et une efficacité, et puis utiliser immédiatement celles qui avaient un début d'efficacité. Tester l'efficacité, tester l'efficacité même relative et voir ce qu'on aurait pu faire. On n'a jamais fait ça, on n'a jamais testé ce qui existait. Mais il y a même eu des bâtons dans les roues, parce que figurez-vous que l'Institut Pasteur de Lille, qui est quand même pas n'importe qui, a trouvé très vite un vieux médicament, le Clofoctol, qui était extrêmement efficace in vitro. C'était un médicament qui est un peu disparu du marché, mais qui était donné par beaucoup de médecins à des enfants en cas d'angine. Donc, quand on donne un médicament à des enfants, c'est qu'il n'a pas vraiment d'effet indésirable. Et l'État, tenez-vous bien, n'a rien fait. Il a fallu que la fondation LVMH donne 5 millions à l'Institut Pasteur pour qu'il puisse faire des essais. Plus grave encore, les essais ont confirmé, les recherches ont confirmé son potentiel. En janvier, l'Institut Pasteur demande au ministère de la Santé de pouvoir faire des essais cliniques de façon urgente pour pouvoir tester cette molécule absolument sans danger et apparemment très efficace. Refus du ministère de la Santé d'Olivier Véran, qui a finalement changé d'avis il y a 2 semaines, après qu'il y a eu un peu un scandale autour de ça, mais on a déjà perdu 3 mois. Mais vous voyez comment ça se passe. Alors, Clémence, continuons. Oui, alors on va donner la parole à Serge qui nous appelle de Vichy. Bonjour Serge. Oui, bonjour Serge. Bonjour, je me permets d'intervenir pour 2 points. Alors un qui est tout frais, alors ça commence par la tribune que M. Bazin a publiée dans Valeurs Actuelles il y a 2 semaines. Oui.
où il met en avance tout un tas de choses qu'il vient de dire à la radio chez vous, notamment l'intérêt de l'ivermectine et des 20 études randomisées, etc. Bon. Vendredi dernier, j'écoutais la revue de presse de David Abiker sur la radio classique. Je vous fais des infidélités de temps en temps matinales. J'espère le moins possible. Oui, le moins possible. Et d'ailleurs, je vous dirais que depuis ce jour-là, je suis revenu à Sud Radio, y compris pour la matinale, sans discontinuer. Alors dites-moi, Serge, oui. Alors là, c'était vite fait. Je suppose que Monsieur Abiker lit non seulement la presse quotidienne, mais aussi les magazines, puisqu'il fait souvent référence à Valeurs Actuelles dans sa revue de presse. Et le vendredi matin, donc vendredi dernier, il est parti avec son collègue Dimitri Pavlenko. Ils sont partis dans une charge contre les complotistes. Alors là, ça visait bien entendu Monsieur Bazin, puisque Monsieur Bazin parle d'ivermectine, etc. Et tout ça sur la foi de... Alors, en gros, son jugement était net et sans bavure. L'ivermectine, de toute façon, il n'y a aucune étude qui n'a prouvé son efficacité. Ce qui est en contradiction directe avec ce que dit M. Bazin dans cette tribune et ce qu'il vient encore dire aujourd'hui. Donc, vous voyez, bon, et M. Bazin a quand même étudié le sujet. Bon. Mais c'est quand même un complotiste. Comme moi qui me suis permis de lui envoyer un mail, d'ailleurs, M. Abiker, il m'avait tellement énervé que j'ai envoyé un mail, et du coup, il s'est permis quand même, je crois une fois lundi, j'ai dû encore écouter lundi matin, de dire que de toute façon, il avait été submergé de mails par tout un tas de complotistes. Donc, alors, nous sommes un grand club de complotistes. Alors, voilà. Et deuxième chose, si je peux me permettre, allez-y, Serge. Comme ça, sans trop mobiliser l'antenne, je disais à votre assistant au téléphone que j'avais lu une étude très intéressante, un bouquin très intéressant publié par une journaliste qui travaille à la fois pour le Financial Times et pour CNN, qui est une journaliste économique qui s'appelle Rana Forward, qui a publié en 2016 un bouquin qui a pour titre Makers and Takers, c'est-à-dire ceux qui font et ceux qui prennent. Voilà. Et le sous-titre c'est The Rise of Finance and the Fall of American Business. Dans son bouquin, il y a tout un chapitre sur l'industrie pharmaceutique. Et non seulement sur l'industrie pharmaceutique, mais aussi sur l'informatique. Et elle dit finalement, dans ces grosses boîtes, que ce soit chez Apple ou les grands labos pharmaceutiques, on s'intéresse de moins en moins à la recherche et au développement. Les budgets, et c'était en 2016, ça fait quand même 5 ans, avant l'élection de M. Trump. Donc, les budgets recherche et développement sont en constante diminution. D'accord. Et c'est plus l'industrie qu'on cherche, quoi. Oui. Voilà. Et que font-ils des énormes bénéfices qu'ils font? Eh bien, ils rachètent leurs actions, c'est-à-dire ils font de la financiarisation, point final. D'accord. Alors justement, c'est intéressant. Xavier Bazin, d'abord, êtes-vous un complotiste? Alors, d'après ce que... C'est une bonne question, mais alors à ce moment-là, est-ce que la République tchèque et la Slovaquie, qui ont autorisé l'ivermectine et recommandé l'ivermectine il y a quelques semaines, est-ce que leurs autorités sont très complotistes? En tout cas, j'observe et j'invite tous ceux qui regardent les chiffres à aller regarder leurs chiffres. Depuis qu'ils ont autorisé l'ivermectine, il y a une diminution absolument remarquable des cas et des morts dans ces deux pays. Ce qu'on a observé également au Mexique, dans les États qui ont distribué l'ivermectine, c'est ce qu'on observe aussi au Panama, qui a des résultats exceptionnels. Donc, bon, c'est pas juste Xavier Bazin, il y a des groupes de médecins indépendants dans le monde entier qui ont mis en avant cette molécule, mais il est vrai que et là, vous prenez un risque, cher André Berkoff, ça fait partie des conditions d'utilisation de YouTube de ne pas recommander ou de ne pas mettre en avant l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine. Voilà, donc voilà, il y a un risque de censure dès qu'on parle de ces sujets. Oui, effectivement. Écoutez, ça ne nous empêchera pas d'en parler et puis on verra ce qui est... Non, mais
Chacun doit mener sa vie. Nous menons une exigence de journalisme, et l'exigence de journalisme doit passer, je crois, au-dessus de tout, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Juste pour la seconde question de Serge, par rapport au profit, où il dit, est-ce que c'est vrai partout que les budgets de recherche et développement ont diminué par rapport à... Alors, je sais pas, mais je dirais, à la limite, peu importe, parce que pour moi, encore une fois, la recherche qui est financée est pour l'essentiel une recherche stérile, puisqu'elle ne se focalise sur des molécules. C'est vrai, mais Xavier Bazin, il y a peut-être, justement, je me fais l'avocat, non pas de Big Pharma, mais quand même, il y a peut-être encore des molécules à découvrir. Si vous voulez. On ne peut pas dire il n'y a plus de molécules, il n'y a plus rien, on ne va se baser que sur les anciens, quoi. Après, il faut quand même regarder les choses en face, comme le dit le professeur Raoult. Si on regarde sur ces 30 dernières années ou ces 20 dernières années, qu'est-ce qu'on a trouvé? Il y a eu un médicament contre l'hépatite C qui effectivement était très efficace, et une ou deux molécules intéressantes contre le cancer, mais encore de façon très spécifique. Donc en dehors de ça, et puis le Viagra. Donc bon, très bien. Mais si on met ça de côté, il n'y a eu aucun vraiment développement depuis majeur. 30 ans, vous diriez. Donc on voit bien qu'il y a une limite et que tout ce qui a été découvert dans les années 60, 70, 80 finit maintenant par s'épuiser. Bien sûr. Donc mais pour dire un mot de la financiarisation, parce que ça, là, je sors un peu de mon domaine de compétences, mais je pense que derrière Big Pharma, il y a aussi les grands fonds d'investissement, parce qu'il faut bien comprendre que toutes ces actions, toutes ces grandes entreprises et ces multinationales sont détenues, les actions de ces Big Pharma, par les grands fonds d'investissement, BlackRock et compagnie, par les banques, et donc en fait qui n'ont pas du tout intérêt à ce que cette industrie fasse moins de profit. Donc ça fait quand même des intérêts assez puissants. Et je me souviens de ce que vous avez raconté, on aura peut-être l'occasion de... Vous avez commencé votre livre par l'assez effrayante confession de Marc Simoncini, le créateur de Mythique, exactement, sur un laboratoire qui lui disait, mais attendez, on va pas quand même enlever toute possibilité de cancer. Enfin, c'est une autre question. Clémence, revenons aux auditeurs de Sud Radio. Oui, et là, on va donner justement la parole à Angèle qui a sûrement une question et qui nous appelle de Marseille. Bonjour Angèle. Bonjour Angèle. Bonjour Clémence, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Xavier Bazin. Donc, concernant Big Pharma, moi je dirais, vous allez me dire ce que vous en pensez, donc moi je dirais que nous, les patients, les malades, même les bien portants, on est aujourd'hui complètement captifs de Big Pharma, de la naissance jusqu'à notre mort. Cela commence par les 11 vaccins dès la naissance, et tout au long de notre vie, donc on va avoir des rappels, faites la mammographie, faites ci, faites là, n'oubliez pas de faire ci, n'oubliez pas de faire ça. Et ce qui est à noter aussi, moi j'ai 63 ans, donc j'ai vu ces dernières années disparaître des pharmacies beaucoup de médicaments qui ne coûtaient rien et qui étaient très efficaces. Bon, je ne les ai pas notés, c'est dommage, je vous en aurais donné la liste. Donc je dirais que toute notre vie, Big Pharma aujourd'hui nous rend captifs. Voilà, et c'est justement ça le problème, parce que moi je pense qu'en parallèle, il faut mettre en parallèle l'alimentation et le problème de nutrition qui provoque beaucoup de maladies. Donc j'estime que les budgets utilisés par Big Pharma, on devrait avoir les mêmes budgets au niveau européen, si ce n'est au niveau des pays, pour développer, pour s'occuper de l'agriculture bio propre, appelez-la comme vous voulez, et revoir tous les process de l'industrie alimentaire qui posent énormément de problèmes. En deuxième lieu, je voulais juste dire que concernant le traitement de Didier Raoult, j'en ai ras-le-bol d'entendre tous ces gens qui le décrient. Moi, c'est pas parce que je suis de Marseille, j'ai attrapé le virus, j'ai eu le sud-africain, je me considère comme avoir été une grande privilégiée d'avoir pu bénéficier de ce traitement dans les 24 heures de mon test. Je vous dis ça parce que j'ai 2 maladies auto-immunes. Ouais. Donc, si un jour vous voulez que je vous en reparle, je vous en reparlerai. On en reparlera. Je pense que c'est grâce à ce traitement que je suis encore là aujourd'hui. Et que je suis pas passé par la case hôpital. Hein. Je comprends.
Voilà, Ok, Angèle. donc, et ça j'insiste, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent, qui restent avec leur Doliprane, qui ont honte de dire qu'ils ont le Covid, parce qu'il y a ça aussi, il ne faut pas oublier de le dire. Donc on leur dit prenez du Doliprane, et après quand ils se réveillent, 10 jours après, hop, ils se réveillent, ils partent à l'hôpital. Donc si je voulais que je vous en parle, je vous en parlerai volontiers. On en parlera une autre fois, là, Angèle, et vous avez raison d'être en colère, et c'est très bien votre témoignage. Xavier Bazin, juste par rapport à... Est-ce que si Orwell était là aujourd'hui, existait aujourd'hui, il dirait Big Pharma is watching you et pas Big Brother? Big Pharma et Big Tech, c'est-à-dire Amazon, Twitter, YouTube et compagnie. Oui, Watching You, et surtout nous censure de plus en plus. Peut-être juste un mot par rapport à ce qui a été dit. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre avec Didier Raoult, c'est que pourquoi lui il dit ça et pas les autres pontes de Paris. On a un peu de façon superficielle opposé parfois Paris, Marseille. Oui, Marseille. En fait, la clé de tout, c'est que le professeur Raoult est une anomalie dans le système, dans le sens où il est dans une fondation entièrement indépendante, et il n'a jamais accepté la moindre financement à titre personnel de ses recherches de l'industrie pharmaceutique, ce qui est très rare en fait quand on arrive à son niveau. C'est l'exception qui confirme la règle, c'est ce que vous dites un peu. Exactement, donc il ne faut pas croire qu'il est isolé, c'est juste que parmi ceux qui sont indépendants de l'industrie pharmaceutique, ils pensent comme lui, mais il fait partie des très rares qui sont à son niveau, et qui sont totalement indépendants. Et c'est ce qui explique sa voix très importante dans cette crise. Clémence. Eh bien, vous continuez tous de nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Et nous retrouvons André Berkoff et son invité Xavier Bazin. Je rappelle le titre de son livre Big Pharma démasqué aux éditions Guy Trédaniel. Et on va faire un petit tour en Seine-Saint-Denis, à Vaugeot, plus précisément, pour donner la parole à Hakim. Bonjour Hakim. Bonjour Hakim. Bonjour messieurs, dames. Bonjour monsieur Bazin, Berkoff et Clémence. Bonjour. Bonjour. Bon, moi ça fait 1 an que je suis fâché en fait, quoi. Franchement, j'en ai marre de ce sentiment de vous savez, cette espèce de colère permanente parce qu'on nous empêche de vivre en fait. Et bien sûr que les gens sont malades. Attendez, vous avez, il y a une journaliste qui est passée récemment là sur votre antenne dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est elle qui a publié. Comment ça s'appelle? Génération Zombie. Et franchement, vous vous rendez compte qu'on est en train de proposer aux gens de prendre des médicaments pour se sentir à peu près calme et tranquille et pas trop bouger, et histoire de pas attraper le virus. Enfin, moi, je sais pas, ça fait plus de 30 ans que j'ai été vacciné contre rien. Écoutez, j'ai une santé de fer, hein, vraiment, quoi. J'ai eu pas tant mieux, je l'ai eu, voilà. Sérieux, quoi. Non, mais je suis pas jeune, quoi. J'arrive à 54 balaises, bon, c'est bon, quoi, voilà. Mais attendez, moi, de toute façon, j'ai jamais compris la façon dont on se soigne ici. J'ai toujours vu les gens se soigner avec ce qu'il y avait autour d'eux quand j'étais gosse. Moi, c'était ça. D'une, parce qu'on n'avait pas le choix, et puis deux, honnêtement, mais il peut m'arriver, le prochain truc grave qui va m'arriver, ce sera la mort, quoi. Et puis c'est la vie, qu'est-ce que je vous dis? Ben oui. Qu'est-ce que je vous dis? Mais je suis très fâché, franchement, je suis très fâché. Et j'en ai Vous êtes fâché parce qu'on vous impose des choses. Vous êtes fâché parce qu'on vous impose des choses, confinement, tout ça, etc. Ouais, puis moi, attendez, André, moi j'ai un de mes fils qui vit à l'étranger. Ça fait 1 an que je l'ai pas vu, quoi. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au mois de janvier 2020. Punaise, j'en ai marre là aussi là. Voilà, quoi. Voilà, je comprends, Hakim, je comprends. Mais je veux vivre avant de mourir, en fait, quoi. Je veux juste vivre avant de mourir, quoi. Oui, et peu importe si je meurs malade, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ce sera la vie, c'est comme ça. Oui, non, c'est vrai. On a l'impression qu'on nous a effectivement enlevé notre droit de choisir, quoi, ou de responsabilisation. Vous vous rendez compte, on en est à mettre des PV, à mettre de la prison avec sursis à des gens qui organisent des fêtes. Qu'est-ce que c'est que ces délires, là? Qu'est-ce que c'est que ces délires? Ça n'empêche pas les gens de mourir à l'hôpital, ça, hein. Ça, c'est clair. Et puis le chantage au cadavre, moi je vous dis, ça me gonfle aussi, hein, le chantage à la mort, le chantage à la maladie, à tout ça, ça me gonfle. Ouais, et voilà. Puis le décompte tous les soirs. Hakim, vous n'êtes pas le seul que ça gonfle. C'est clair. En fait, Xavier Bazin, vous voyez, non mais c'est vrai. Et là, comme Hakim, beaucoup d'auditeurs, beaucoup de gens nous disent, mais et en plus ils voient pas le bout du tunnel. C'est-à-dire, on dit oui. Alors, c'est quoi cette opacité? C'est quoi? Où on va? Oui, voilà, on va passer le couvre-feu de 8h, de 7h à 8h, et puis on verra. Alors, évidemment qu'il y a un problème. Évidemment qu'il y a une maladie, évidemment qu'il y a une épidémie. Il ne faut pas non plus nier tout ça en disant tout va bien, Madame la Marquise. Mais en fait, le problème, c'est que on l'a peut-être pris, en tout cas, c'est ce que vous dites, vous, dans votre livre, mais vous n'êtes pas le seul à le penser, par un certain bout de la lorgnette qui était peut-être pas le meilleur.
Écoutez, en tout cas, on l'a pris par le bout de la lorgnette qui était le confinement et la vaccination, en oubliant la prévention et les traitements précoces, ce qui est tout simplement criminel. Parce qu'on voit bien là et c'est le professeur Combe qui l'a dit il y a quelques semaines, on a fait une erreur, on a tout misé sur la vaccination, on a oublié les traitements. Mais c'est plus qu'une erreur. Oui, c'est pas une erreur. En plus, on peut faire traitement et vaccination. L'un n'est pas antinomique de l'autre. Tout à fait. Et évidemment. Mais pour moi, à ce niveau-là, ce n'est plus une erreur. C'est pour ça que je parle de Big Pharma et c'est pour ça que cette affaire démasque Big Pharma, parce qu'une erreur de ce niveau-là, alors qu'on sait qu'un vaccin, ça met beaucoup de temps à non seulement à être fabriqué, mais à être distribué. On savait dès le printemps dernier que ce ne serait pas disponible pour l'hiver de 2020-2021. Donc, et pourtant, on s'est focalisé sur cette solution dont on savait à l'avance qu'elle arriverait trop tard. Alors qu'on aurait pu tester toutes les molécules dont je vous ai parlé et les diffuser très, très rapidement avec une efficacité. Donc vous pensez, Xavier Bazin, vous pensez que Big Pharma disons, à son influence va jusqu'au... Soyons clairs, jusqu'à influer sur les décisions du conseil scientifique, du gouvernement, d'un certain nombre de personnes. Enfin, voilà, là c'est le pouvoir d'aujourd'hui, parce que Covid s'est passé aujourd'hui. Mais en fait, et ça aurait pu être avant, il y a quelques années, en fait, vous dites Big Pharma, sa puissance est assez forte pour effectivement, faire changer les décisions, en tout cas les altérer. Bien sûr. Ouais. Mais vous savez, c'est ce que je disais, il suffit d'une toute petite poignée de pontes qui sont en conflit d'intérêts pour manipuler tout le monde, parce que les responsables politiques, ils n'y connaissent pas grand-chose, donc ils sont totalement manipulables. Mais quand même, sur la vaccination, il faut quand même rappeler que si un seul des traitements précoces dont on parle, et notamment l'ivermectine, était approuvé, l'autorisation des vaccins tomberait immédiatement, parce que c'est une autorisation conditionnelle qui est liée au fait qu'il n'existe pas de traitement. Donc vous voyez, et quand vous savez quel marché c'est, les vaccins à Covid, c'est 15 milliards pour Pfizer cette année. Et quand on sait que maintenant ils veulent nous revacciner tous les 6 mois. Tout à fait, oui. Vous voyez les influences et le niveau d'influence qui peut être en œuvre pour éviter qu'un traitement précoce soit approuvé, parce que le jour où il est approuvé, c'est la fin de l'autorisation conditionnelle sur des vaccins qui sont, je rappelle quand même, expérimentaux. La phase 3 n'est pas terminée. Oui, c'est-à-dire ce que vous dites quand même. Quand vous dites l'autorisation, elle est conditionnelle. Attendez, il y a déjà près d'1 milliard de personnes dans le monde qui se sont fait vacciner. Là, aujourd'hui, alors je vous parle. Écoutez, moi je trouve ça, justement, je trouve que ce processus est un peu imprudent, parce qu'on a des vaccins pour lesquels la phase 3 n'est pas terminée, et pour lesquels on a vacciné déjà une grande partie de la population. Moi, laisser la liberté, si vous voulez, à ceux qui sont vulnérables de se vacciner ou non, c'est tout à fait... Oui, c'est normal. C'est très bien. En revanche, commencer à dire... non, mais en fait, on ne veut pas juste que les personnes vulnérables soient protégées, mais on veut éliminer le virus. Donc, il faut qu'aussi les 20 à 50 ans se vaccinent, alors que le bénéfice-risque n'est pas du tout évident pour cette population-là. Et maintenant, on dit, en fait, il faut que les enfants aussi, il faudrait aussi qu'ils se vaccinent. Et peut-être les bébés, là, on n'est plus dans la médecine, on n'est plus dans la science, on n'est plus dans la santé, on est dans le business. Et c'est un vrai problème, Clémence. Peut-être un dernier auditeur. Alors rapidement, on va prendre Camille qui nous appelle de l'Ariège. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour Monsieur Bazin. J'ai écouté donc tout comme d'habitude. Je suis moi aussi en colère. Pour les mêmes raisons qu'Hakim. Je suis totalement d'accord avec M. Bazin, et moi je suis DRH dans une entreprise de 400 personnes. Je m'évertue à écouter chaque personne pour essayer de comprendre. On me dit j'ai le Covid. Je dis oui, alors c'est quoi? En fait, c'est souvent un rhume ou une rhinopharyngite. J'ai eu 3 enfants, donc j'ai passé ma vie, une grande partie de ma vie, à demander au pédiatre ou au médecin généraliste qu'est-ce qui traîne en ce moment quand mon fils 1 ou mon fils numéro 2 avait un problème, pour savoir, voilà, c'était pas grave, c'est pas... Tous les ans, de septembre à juin, il y a des virus. Les gens ont oublié. Je leur dis, mais rappelez-vous, ça fait que 15 mois. On a eu des angines, on a eu des rhinopharyngites, on a eu la grippe. Oui, on peut renforcer notre défense immunitaire. C'est scandaleux ce qui se passe et tout ce qui se trame autour.
c'est anxiogène. Et j'ai découvert Sud Radio grâce au Covid. Donc, au moins, il y a du positif. Parce que je trouve, monsieur, que vous avez un courage extraordinaire et que vous faites partie de ces happy few de journalistes qui font vraiment leur travail. Vous invitez des gens de toutes envergures. J'ai découvert François aussi, avec celui qui l'a racheté, parce que c'est quand même une nouveauté. Et grâce à ça, j'ai découvert beaucoup de choses. Et ça, à la limite, il y a du positif. Et on est fait de cellules, de virus. On est fait de tout ça. Les gens sont ignares. Même des gens que je croyais intelligents autour de moi sont ignares. Et oui, c'est tout le problème de l'information et de la désinformation. Vous avez raison, Camille. Juste le mot de la fin, Xavier Bazin, nous arrivons au terme de cette émission. Encore une fois, je rappelle votre livre que je recommande, Big Pharma démasqué chez Guy Trédaniel. Juste ce que vous dites aux gens, en fait, ayez question à tout, gardez les yeux ouverts et puis surtout, occupez-vous de votre corps. Oui, et vraiment, je forme le vœu que cette crise du Covid, qui a été dramatique à beaucoup d'égards, soit quand même l'occasion d'ouvrir les yeux sur la réalité de notre système de santé, sur la focalisation extrême sur des solutions purement médicamenteuses ou vaccinales, là où d'autres solutions alternatives sont possibles, et qu'on ouvre les yeux aussi et qu'on optimise effectivement sa santé, son alimentation, ça a été dit par certains invités, son mode de vie, et qu'on oublie la peur, qu'on mette derrière soi la peur, qu'on vive sa vie, une vie saine, une vie pleine d'espoir, de bonheur, et c'est un des meilleurs remèdes, vous savez. Dont la mort fait partie, et puis voilà, c'est ça la sagesse, hein. C'est bien ça. Merci Xavier Bazin. Merci beaucoup Xavier Bazin, et livre Big Pharma démasqué aux éditions Guy Trédaniel.